Bonjour, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de juillet où j'ai beaucoup lu. Alors peut-être que ça va pas tellement différer des derniers mois en termes de nombre de livres lus, mais en termes de pages lues, là je pense que j'ai pas mal lu. Petit disclaimer, j'ai pas mal lu parce que j'étais en vacances, parce que j'avais aussi la disponibilité mentale pour le faire, et donc ça c'est important de le souligner. J'avais pas d'objectif en termes de nombre de livres à lire, j'avais plutôt un objectif en termes de nombre de livres achetés. J'ai acheté, il me semble, très peu de livres pendant le mois de juillet, dont beaucoup que j'ai acheté et que j'ai lu directement, donc ça j'aime vraiment beaucoup le faire. Et vous allez le voir, j'ai quand même avancé des sagas, donc ça je suis vraiment très contente, et avancé aussi des livres que j'avais dans ma pile à lire depuis un long moment. On commence avec quelques statistiques qui me tiennent à cœur. Donc j'ai lu 11 livres. Sur ces 11 livres, il y en a 10 en français et 1 en VO, donc en anglais. Donc ça je suis contente. C'est très rare que je lise en VO, donc ça j'aime bien. Enfin, je suis plutôt fière d'avoir fini ce livre-là. Surtout que je l'avais commencé il y a un long moment. Sur ces 11 livres lus, il y en a 6 qui sont écrits par des femmes et 5 par des hommes. On est quand même assez loin de mes stats habituelles où je lis quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, ça s'explique parce que j'ai vraiment avancé, comme je vous le disais, 2 sagas et 2 sagas écrites par des hommes. Donc forcément, ça chiffre. Ce même argument est aussi valable pour les stats suivantes parce que j'ai lu 5 livres de SFFF et que 2 livres de littérature blanche ou contemporaine, voilà. Mais parce qu'encore une fois, j'ai avancé des sagas. J'ai aussi lu, pour qu'on arrive à 11, 4 essais. Donc plutôt pas mal en termes d'essais. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas lu des essais et donc là vraiment j'étais contente d'aller retrouver ce genre-là. Je vous propose qu'on commence d'abord par la SFFF, puis la littérature blanche, puis les essais. En SFFF, vous allez voir, c'est des sagas qui reviennent régulièrement sur ma chaîne et que vous avez l'habitude de voir, mais voilà. Il faut vraiment que je vous fasse un point saga, mais là j'avais vraiment envie de les avancer. Donc j'ai commencé le mois en découvrant Les Aventuriers de la Mer, le tome 1 de Robin Hobb, que j'ai malheureusement vraiment détesté. Je m'y suis ennuyée vraiment très fortement. Je n'ai pas retrouvé ce qui me plaisait dans l'aventure qu'est l'Assassin Royal, dans ces 2 énormes pavasses qui m'avaient accompagnée depuis janvier, il me semble. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux et à elle, à part une, Althea, et la maman d'Althea, donc j'ai Ronica, il me semble, le prénom. Les personnages masculins sont à détester, sont détestables. J'avais envie de les fracasser à chaque moment où ils apparaissaient dans l'histoire. L'histoire ne m'a pas plu, j'ai trouvé ça très descriptif, voire trop descriptif. Et si vous avez vu ma vidéo sur pourquoi je lis, vous savez que j'aime pas avoir des masses d'informations comme ça qui arrivent d'un coup. Et malheureusement, c'est ce qu'il se passe dans ce tome-là. Avec un petit disclaimer, j'ai lu du coup que le tome 1 de cette brique-là. Donc juste ça, vous voyez ici la marque. Ce qui correspond donc en VF au tome 1, mais en VO, ça, c'est que le tome 1. Il n'y a pas ce découpage qui avait fait la version française. Donc j'ai lu que 1/3 du tome 1. Donc peut-être que ça explique que ceci. Je suis en train actuellement de lire le tome 2 et même si je m'ennuie un peu moins, je suis pas du tout hypée par l'histoire. Donc je me suis dit que j'allais lire cette intégrale-là, donc les 3 tomes, et que si vraiment j'aimais pas, j'allais DNF Les Aventuriers de la... Ouais, on est vraiment dans un avis très différent de ce qui tourne sur les réseaux sociaux, je crois. Mais là, vraiment, pour le moment, j'accroche pas du tout. Puis, et pas des moindres, j'ai lu... On voit la différence de couleur entre le livre qui m'a beaucoup suivi à la plage et le livre que j'ai lu quasiment que chez moi. Bref, ou alors c'est une différence de papier, je sais pas. J'ai lu le tome 7, qui est une belle brique aussi, et le tome 8, qui est plus petit, de La Roue du Temps. Donc le 7 et le 8 correspondent à l'intégrale 4 en grand format. Que vous dire de plus, parce que là vraiment l'intégrale 4 ou le tome 7 et 8, on est bien avancé dans l'histoire. Moi j'ai adoré vraiment cette intégrale. J'ai adoré parce que le rythme devient plus soutenu, les intrigues sont beaucoup plus intéressantes, les personnages sont beaucoup moins agaçants et agaçantes, voilà. J'en avais déjà parlé du fait que je supportais pas la plupart des protagonistes principaux, mais là j'ai
trouvé qu'il et elle étaient vraiment moins agaçants, qu'on vibrait avec eux, qu'on avait envie de les accompagner et de savoir leur histoire. Et pareil, les intrigues sont devenues très intéressantes. On en apprend de plus en plus sur la construction du monde. J'en dis pas beaucoup plus, si ce n'est qu'on retrouve quand même le même schéma narratif que dans les autres tomes, à savoir nos héros et héroïnes se retrouvent en un point, ils se mettent d'accord un peu sur les quêtes à faire, et il et elle repartent dans des directions différentes. Donc en fait, on a un roman choral ou un roman avec plusieurs points de vue. Et si d'habitude, il y avait des points de vue qui ne m'intéressaient pas, Rente, si tu passes par là, là, tous les personnages m'ont intéressé, tous les points de vue m'ont intéressé. C'était vraiment incroyable. Si j'ai autant pu avancer dans la roue du temps, c'est aussi que je l'ai écouté en audio et que l'audio est formidable, vraiment. Et aussi parce que le trailer de la saison 2 est sorti et ça m'a donné envie de me replonger dans l'univers, et aussi parce que Morgane, mon amie de lecture de la roue du temps, me hype à les avancer. Bref, donc une intégrale sur un mois, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais aussi vite enchaîné 2 tomes de la roue du temps, et c'était une très bonne lecture. En deuxième saga que j'ai avancée, il s'agit de la saga Skyward de Brandon Sanderson. Pareil, j'en avais fait toute une vidéo dans laquelle je découvrais le tome 1, et j'ai lu aussi le tome 3 que je n'ai pas en livre de poche, qui s'appelle Cytonique. Je vais vous en parler de manière distinguée, à l'inverse des tomes de la roue du temps. Astrovise, donc on suit toujours Spensa qui arrive, petit spoiler si vous n'avez pas lu le 1, qui arrive sur Astrovise, donc une planète de la galaxie, une planète qui fait partie de la supériorité, avec une mission d'espionner en fait cette supériorité-là, pour en fait aller trouver une manière de permettre à l'humanité de survivre. Au début c'est ça. Et donc elle est plongée dans des intrigues politiques, des rebondissements de situation, des alliances. Elle apprend des choses à la fois sur elle, sur ses pouvoirs, sur l'humanité, sur l'histoire de l'humanité, sur pourquoi cette dernière est emprisonnée comme ça sur Détritus. J'ai trouvé que Spensa mûrissait vraiment dans ce tome-là. Elle était beaucoup moins agaçante. Elle était même très touchante par moments. Donc sur Spensa, je voudrais juste rajouter qu'elle se pose des questions qui sont hyper intéressantes. En fait, les Krell, ou en fait les Varvax plutôt, maintiennent prisonnière l'humanité sur Détritus. Et Spensa a appris à les détester dès son plus jeune âge. Elle vit dans une culture très guerrière sur Détritus. Et là, elle va questionner ça, elle va questionner le fait que tous les Varvax seraient des méchants et des méchants, parce qu'en fait elle se lie d'amitié avec certains d'entre eux et d'entre elles. Voilà qu'émergent des questions sur est-ce que toute une espèce peut être tenue responsable des actes de quelques individus? Est-ce que toute l'espèce est au courant de ce qui se passe sur Détritus? Est-ce que toute l'espèce veut finalement détruire l'humanité? Et elle se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup moins binaire que ce qu'elle a appris dès son plus jeune âge. Et c'est des questions qui sont très touchantes et très intéressantes à lire. Pour l'intrigue, on est dans du planète opéra, une petite touche de space opéra, et beaucoup d'intrigues politiques qui sont vraiment très intéressantes. Et vous savez que moi j'aime beaucoup cette dimension politique, géopolitique dans les romans de SFFF, et donc là on est servi. Encore une fois, il y a des rebondissements de situation, des retournements que j'ai pas vu venir, et genre tant mieux, encore une fois. J'ai pleuré avec certains éléments de l'histoire, avec quelques personnages, enfin voilà, j'ai été vraiment touchée. Et autant j'avais aimé le tome 1, autant celui-là, ça a été un coup de cœur incroyable. Et donc je me suis dit, comme j'ai autant aimé le tome 2, je vais lire le tome 3 dans la foulée, que je viens juste de terminer. C'est ma dernière lecture terminée de ce mois de juillet. Et j'étais vraiment impatiente de lire. Donc c'est pas une trilogie, je crois que j'avais dit une trilogie dans ma vidéo spéciale, mais en fait il y a 4 livres et quelques nouvelles dans le même univers. Bref, donc je lis le tome 3 plein d'espoir, et la déception ultime, j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin vraiment... Donc dans le tome 2, Spensa a le choix du coup de rentrer chez elle sur Détritus, etc. Et Cytonique s'ouvre avec le fait qu'elle ne fait pas ce choix-là, mais elle fait le choix d'aller dans le nulle part. Et donc elle vit une aventure dans le nulle part. Et dans la ceinture du nulle part, où il y a des fragments, donc des mini-bouts de terre qui flottent. En tout cas, moi je l'ai imaginé comme ça. Et donc elle se balade de fragment en fragment pour comprendre ce que c'est que ces pouvoirs d'individus cytoniques. Et donc au cours de son voyage, elle rencontre des pirates, elle rencontre des individus qui vont plus ou moins l'aider et plus ou moins l'empêcher de mener sa quête. Et elle se bat contre les fouilleurs, qui sont un peu le monstre qu'on a découvert à la fois dans le tome 1, mais surtout dans le tome 2.
donc des monstres capables de détruire des planètes entières et donc les habitants et habitantes de ces planètes. Donc en fait on est plus dans un roman initiatique où elle vogue de fragment en fragment, en vivant à chaque fois des aventures, en se liant d'amitié, en ayant des ennemis, en faisant avancer l'histoire sur ces fragments pour elle découvrir à travers des pierres portails l'histoire de l'humanité et donc l'histoire de la galaxie et en savoir beaucoup plus sur ses pouvoirs et aider sa planète. Voilà, pour résumer un peu l'histoire. Moi, j'ai pas trop aimé, les enjeux ne m'ont pas intéressé plus que ça. J'ai trouvé Spensa beaucoup moins attachante dans ce tome-là. Les questions posées étaient moins intéressantes pour moi. Les décors m'intéressaient peu. Enfin, j'ai pas réussi à vibrer avec ce livre-là. D'autant plus que j'avais tellement aimé le tome 2 que je pense que la déception est encore plus grande. Les éléments apportés sur l'histoire finalement de l'humanité et des Cytoniques n'étaient pas des franches révélations. On avait un peu des prémices posées dans le tome 2, donc du coup j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là. Même si, et je dois le souligner, même s'il y a eu des retournements de situation, encore une fois, que je n'ai pas vus, et je crois que c'est la spécialité de Brandon Sanderson, qu'il y avait des éléments où j'étais là, waouh, quand même. Donc j'ai pas détesté au point d'abandonner le livre. J'ai un avis très négatif sur le livre, mais ça restait quand même une lecture sympa, quand même. En fait, je me demande si ma déception ne vient pas du fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tome 2, peut-être. Donc est-ce que je vais lire le tome 4 ? Oui, parce que j'aimerais bien avoir la conclusion de cette histoire, puisque du coup à la fin Spensa retourne sur Detritus, donc j'aimerais bien avoir la conclusion. Peut-être que du coup ça va plus me plaire vu qu'on retourne sur Detritus avec un peu des enjeux qui sont similaires au tome 1 et 2. Je vais lire les nouvelles notamment parce qu'il y en a une du point de vue de Jürgen, que j'ai vraiment adoré ce personnage du coup dans le tome 2 et 3 et surtout dans le tome 3, et j'espère que ça sera que 4 tomes dans cet univers plus les nouvelles et qu'on aura une conclusion assez rapidement de cette histoire. Donc voici pour la SFFF beaucoup de sagas continuées et donc trop bien. La vidéo sur les sagas en cours, j'en parle beaucoup, mais je pense qu'elle arrivera fin août, comme ça je me laisse encore un peu le temps d'avancer, et surtout que pour moi, septembre c'est un peu mon janvier, c'est la rentrée, etc. et c'est plus pertinent de mon point de vue et de ma vie personnelle de faire un bilan pour septembre qu'en janvier. Bref, on passe aux lectures de littérature blanche. Il n'y en a que 2. Une, ça a été un coup de cœur et l'autre, ça a été une lecture sympathique, mais sans plus. Je vais commencer par la lecture sympathique, mais sans plus. Donc, The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. J'en ai fait toute une vidéo dédiée parce que j'ai fait un readathon pour lire ce livre-là à la plage. C'était vraiment trop bien. J'ai bien aimé l'histoire, c'est donc une romance, c'est du fake dating qui se transforme en vrai couple. Voilà, c'est plaisant à lire, après c'est pas révolutionnaire, ça casse pas trois pattes à un canard. Les personnages sont quand même attachants, on vibre un peu avec eux, même si on voit venir ce qu'il se passe. Pour moi, le gros point positif de ce livre-là, c'est la notion de consentement qui est ultra présente et ça fait du bien. Et comme quelqu'un l'a dit en commentaire, le consentement c'est sexy. Et ce livre-là le démontre très bien. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon avis, je vous renvoie à cette vidéo-là. Et en plus, vous verrez des paysages très jolis de Marseille. Deuxième lecture que j'ai lue en lecture commune avec Morgane, décidément. Il s'agit donc des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'avais déjà lu d'elle Daisy Jones and the Six et Les Sirènes de Malibu. Mon avis sur ce livre est en 2 temps. Il y a un tiers du livre où j'étais là, oui, c'est cool, c'est sympa, etc. Et les 2 autres tiers du livre, je ne pouvais plus lâcher le livre. J'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur. J'arrive toujours pas à savoir si j'ai préféré Les 7 maris ou Les Sirènes de Malibu, même si c'est pas pour les mêmes raisons. Je vais expliquer pourquoi après. Mais ça s'est fini en lecture incroyable. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer pour lire ce livre-là. Ce livre est dur à résumer parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a un énorme retournement de situation et qui rend le livre intéressant. Au début, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, on va suivre Evelyn Hugo, qui est une star du cinéma des années 50-60 à Hollywood. Et bon, elle va enchaîner les maris, et ça sera pas une histoire qui va m'intéresser plus que ça. Même si, du coup, elle épouse à un moment donné Mike Rivera, je sais plus, le père des enfants qu'on suit dans Les Sirènes de Malibu. Donc j'aime bien ces clins d'œil-là qu'elle peut tisser entre ses livres. Mais en fait, il y a un élément dont je veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment
l'élément écrit en majuscule du livre et qui rend le livre ultra intéressant, ultra pertinent, féministe, avec des questionnements vraiment très forts. Et donc en fait, je peux juste vous engager à le lire sans savoir en fait de quoi ça va parler, sauf les quelques phrases que j'ai dites au début, parce que vraiment, sans cet élément-là, le livre n'a plus, à mon sens, la même force et la même puissance, même si les émotions vont rester. Mais vraiment, cette découverte de cet élément déclencheur, c'est magistralement mené dans le livre. Et en fait, si vous le savez avant de lire le livre, ça perd un peu de son charme. Encore une fois, on a des questions féministes qui sont posées. Des questions non pas... En fait, je trouve que les questions et les questionnements féministes que l'autrice amène sont subtilement en fait menés parce que les personnages vont faire des actions et en fait, on se rend compte que ces actions sont féministes ou pareil, ils vont se poser des questions. Et c'est pas l'autrice qui donne son point de vue sur la question, mais c'est vraiment en faisant se mouvoir ces personnages qu'elle arrive à nous amener cette dimension féministe. Bref, j'ai adoré. Comme tous les livres en fait de l'autrice, j'ai hâte maintenant que le Caristoto is back soit traduit en français, sinon peut-être que je vais craquer et le lire en anglais, mais j'aimerais vraiment continuer à découvrir cette autrice-là. Je vous disais, je sais pas si je préfère les 7 maris ou les Sirènes de Malibu. En fait, les 7 maris, l'histoire est incroyable, alors que dans les Sirènes de Malibu, on a une ambiance qui m'a vraiment touchée, qui m'a happée. J'avais l'impression d'être membre à part entière de l'histoire, alors que là, un peu moins. Mais du coup, j'ai aimé les deux romans pour des choses très différentes et c'est pour ça que je pourrais pas hiérarchiser ces deux romans. On passe aux essais maintenant et il y en a 3. Le premier, alors pas le premier que j'ai terminé, mais le premier que j'ai commencé, vu que je l'ai commencé en mars et que j'ai arrêté, c'est The Gender Games de Juno Dawson, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne. Enfin beaucoup. Il revient souvent dans mes vidéos, il était dans ma vidéo sur ma pile à lire du Shiny Spring Challenge. Il était dans une vidéo, je crois, semaine à 1000 où je vous disais que j'avais envie de le terminer. Bref, c'est chose faite, même si j'ai sauté quelques passages qui m'intéressaient moins. Donc en fait, pour l'histoire, on va faire des choses dans l'ordre. On suit ici l'histoire de l'autrice qui a fait une transition de genre et elle explique du coup ce que c'est... Et en fait, pour expliquer cette transition de genre et ce que sont les personnes trans, elle va repartir du début, donc expliquer la différence entre sexe et genre, pour nous amener à comprendre en fait son parcours et ce que sont les personnes trans. Donc sur le papier, c'était vraiment intéressant. Après, je m'en doutais, mais du coup, ça a les défauts de l'avantage que je cherchais, bref. C'est en anglais, donc je me suis dit qu'un truc grand public qui s'adressait vraiment à des gens pas du tout initiés, ça serait sympa pour me remettre à lire en anglais parce que comme je maîtriserais le fond, j'aurais plus qu'à me concentrer sur la langue et ça serait beaucoup plus facile. Bon, la langue était facile, était très abordable. En tout cas, pour moi, mon niveau d'anglais, ça, j'ai pas eu de problème. Mais du coup, je me suis ennuyée parce que la langue ne me challengeait pas et le fond ne m'intéressait pas. Vraiment, c'était du basique. Et même si c'est intéressant et que ça fait du bien de le lire, etc., je pense que j'étais absolument pas la cible parce que j'étais déjà au courant. Et donc, mon avis est donc très subjectif du fait de cet élément-là, mais j'ai pas plus aimé que ça. J'ai trouvé que les arguments étaient basiques, mais je peux pas lui reprocher parce que c'est en même temps ce qu'elle recherche. Donc bref, si vous n'êtes pas du tout au courant de ce que c'est la sociologie du genre, on va le formuler comme ça, et des arguments pour répondre aux personnes transphobes ou aux personnes qui vous expliquent que tout ça est un effet de mode, vous avez ce livre-là. Il est en anglais, il est accessible. Je vais pas en dire beaucoup plus. Deuxième essai que j'ai lu et que j'ai rendu à ma maman, c'est Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Et c'est le livre qui est sorti et qui a fait scandale il y a 2 ans, peut-être maintenant, je sais plus, sur le système Orpea. Orpea, c'est une entreprise qui gère plusieurs EHPAD et cliniques en France et à l'étranger. Et il y a eu plusieurs cas de maltraitance sur les personnes âgées qui sont sortis. Et donc, le journaliste Victor Castanet a enquêté dessus. Et là, le livre, c'est la somme de tout ça. J'ai bien aimé j'ai bien aimé lire ce livre. C'était une lecture difficile dans le sens où il y a quand même ça traite de violence à la fois sur le personnel soignant, mais aussi sur les familles et surtout sur les personnes âgées. Mais en même temps, c'est des choses dont j'avais connaissance, c'est des choses dont j'avais déjà entendu parler.
donc j'ai pas appris grand chose. L'auteur revient énormément sur la dimension économique qui est Orpea, sur l'entreprise, sur comment faire des profits, et donc pareil, ça c'est des choses dont j'avais connaissance. Et en fait pour moi il m'a manqué un élément dans cette lecture là, et l'auteur le dit très bien, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, mais moi j'aurais aimé qu'il aille beaucoup plus loin en fait, et qui réinsère donc ces scandales sur l'agisme qu'il y a dans notre société, qui est quand même très fort, sur la théorie du care qui explique aussi pourquoi ces métiers-là sont sous-payés, mais aussi dans une dimension de critique du néolibéralisme. On sait que c'est le néolibéralisme qui amène à privatiser nos services de santé, nos services en fait, que ce soit l'école, la santé, et en recherchant toujours plus cette logique du profit, on maltraite les usagers de ces services, et j'aurais aimé que le livre aille du coup plus loin en critiquant le néolibéralisme, en invitant l'État et les pouvoirs publics à prendre une place plus forte, plus importante dans ces services-là, que ça revienne des services publics, des services financés, des services collectifs, des services financés intégralement par l'argent public, et l'auteur le fait pas. Et comme pour ce livre-là, si vous n'êtes absolument pas au fait de ce qu'il se passe dans le milieu de la santé, je vous invite à aller le lire. Par contre, si vous êtes au courant et que vous cherchez quelque chose d'un peu plus engagé ou un peu plus révolutionnaire, cet essai est donc pas fait pour vous. Troisième essai que j'ai lu, c'est Les 9 vies de Sappho de Laure de Chantal. Sappho, c'est donc une poétesse grecque du 7e siècle avant Jésus-Christ, et l'autrice revient sur son histoire. Et en fait, j'aurais dû m'en douter, mais on ne sait pas grand-chose de son histoire. Peu de ses textes nous sont parvenus intégralement. Et en fait, elle revient plutôt sur les métamorphoses qu'a subi Sappho et le mythe de Sappho dans l'histoire. Comment on a associé son nom à des relations lesbiennes, donc avec l'adjectif saphique. Comment on l'a oubliée aussi, comment on l'a remise en avant, comment elle a servi de pionnière pour certaines écrivaines. Je sais pas trop à quoi je m'attendais en lisant le livre. J'aurais aimé qu'on en sache plus sur la vie de Sappho, mais ça, c'est pas du fait de l'autrice. J'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que par moments on s'éloignait beaucoup de Sappho, et qu'elle devenait un prétexte pour développer des éléments qui sont essentiels, mais du coup que je connaissais sur par exemple l'invisibilisation des femmes dans les arts, sur pourquoi c'est important d'avoir un matrimoine. Et donc en fait souvent j'ai trouvé qu'on tirait un peu trop le fil et qu'on s'éloignait un peu trop de Sappho, et que c'était pas ce que j'avais envie de lire. J'avais envie de lire quelque chose de plus centré sur Sappho, ce qui est peut-être impossible à faire vu le peu d'éléments qu'on connaît sur elle, mais j'ai vraiment apprécié découvrir ces multiples en fait réécritures qu'on a pu faire de cette poétesse grecque, et j'ai très envie du coup de me procurer un de ces textes pour aller la découvrir par moi-même. Et le dernier essai que j'ai lu, et donc le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce tout petit livre d'Élise Thiebaud sur les écoféminismes. C'est les éditions Les Comptoirs des mots, et je crois que je vous avais déjà présenté leur premier numéro. Et encore une fois, c'est parfait pour introduire un sujet qui peut être difficile. Les écoféminismes, c'est quand même compliqué à définir, c'est une nébuleuse de courants qui s'alimentent mutuellement. Et là, Élise Thiebaud nous donne dans un court texte d'une 50aine de pages les premiers éléments pour comprendre ce qu'est l'écoféminisme. Est-ce que je vais essayer de définir les écoféminismes ? Oui, je sais pas dans quoi je me lance. Au sens large, l'écoféminisme considère que l'écologie et le féminisme sont deux mouvements intrinsèquement liés et qui s'auto-alimentent, et qu'on ne peut pas être féministe sans être écologiste, et on ne peut pas être écologiste sans être féministe. Je m'explique. Le capitalisme est patriarcal, et le patriarcat dénie les éléments dits féminins dans notre société. Exemple, la douceur est forcément associée à la femme et est connotée péjorativement. Sur ces questions-là, si vous ne connaissez pas, c'est Françoise Héritier qui a travaillé énormément là-dessus. Et l'écologie, il y a eu un mouvement en fait dans le capitalisme pour essayer de domestiquer la nature. Domestiquer dans deux sens. Domestiquer en opposant une vision rationnelle de la nature, donc tout ce qui est agronomie, agrologie, à une vision irrationnelle de la nature. Et la vision irrationnelle a été associée aux femmes, et la vision rationnelle a été associée aux hommes. Et un autre élément, donc le capitalisme, a essayé de maîtriser
la nature. Et donc pour la maîtriser, on revient à la dimension rationnelle associée au sol. Et donc maîtriser la nature, ça passe aussi par maîtriser et la comprendre et donc la dominer. En dominant la nature, les hommes l'ont appropriée, l'ont travaillée, l'ont détruite. Donc là, vous voyez le lien avec l'écologie. Et en détruisant cette nature, ils ont aussi aggravé, on va dire, ou en tout cas entretenu le patriarcat. Et donc c'est pour ça que ces deux mouvements sont intrinsèquement liés avec des exemples beaucoup plus concrets. Les hommes détiennent majoritairement la terre, ils possèdent majoritairement la terre au sens d'avoir des droits de propriété là-dessus, mais c'est les femmes et les enfants qui sont les premiers et premières touchées par les effondrements et les bouleversements climatiques. C'est les femmes qui ont le moins accès à l'eau. Donc en fait, dans une vision écologique où l'eau est une ressource rare et qui se raréfie de plus en plus, il faut aussi réfléchir avec un prisme de genre sur le fait que ce soit les femmes qui sont les plus concernées par ce manque de ressources. Pareil, dans une dimension plus occidentale ou plus de pays développés, quelque chose qui avait beaucoup circulé il y a quelques années sur le zéro déchet, l'importance du zéro déchet, qui est dans une dimension écologique des petits gestes du quotidien. Mais en fait, sans lecture genrée de ces gestes-là, on ne se rend compte pas que c'est davantage les femmes en fait qui gèrent les courses et donc la charge mentale du zéro déchet, penser à prendre des sacs de courses, etc., du vrac, revient encore aux femmes et alourdit cette charge mentale. Donc l'importance en fait d'avoir des regards croisés et des mouvements croisés. Ne pas oublier que dans les écoféminismes, et c'est ce que rappelle Élise Thiebaud, comme dans le féminisme, il faut avoir une dimension intersectionnelle, adopter cette démarche-là, et ne pas oublier que oui, c'est les femmes qui souffrent le plus des bouleversements climatiques, mais c'est aussi les pays moins développés ou en développement qui en souffrent davantage. Donc là, encore une fois, les femmes racisées sont les plus menacées. Et autre élément, dans les écoféminismes, je vous disais tout à l'heure que la nature irrationnelle était associée aux femmes, mais il y a du coup cette volonté chez les écoféministes de se rapproprier cette dimension irrationnelle de la nature, ou en tout cas irrationnelle au sens de la rationalité mécanique qu'on peut avoir dans nos pensées philosophiques. Un élément causal entraîne une conséquence, alors qu'on sait que c'est plus complexe, plus varié, moins mécanique dans la nature. Et donc cette irrationalité a été souvent critiquée en associant les femmes à des sorcières, avec tous les travaux là qui ont été faits sur le fait que la sorcière c'était aussi la sage-femme du village, c'était celle qui possédait les connaissances sur les plantes. Donc il y a cette volonté d'aller se reconnecter à la nature, savoir ce sont les plantes, savoir faire pousser des légumes, aller chercher de l'eau, bref, en fait, des choses qu'on a su faire et pour lesquelles on a été dépossédé par cette rationalité mécanique. Mais l'irrationalité dans la nature est aussi recherchée par des chants, recherchée par des danses, par courir dans les bois. Enfin, la nature n'est pas forcément rationnelle et nous aussi on a le droit de se reconnecter à cette irrationalité-là. C'était un court texte introductif et qui va me mettre le pied à l'étrier pour lire, vous le voyez ici, le livre bleu, cette énorme pavasse écrite par Jeanne Burgat-Goutal sur les écoféminismes qui reprend des textes fondateurs, qui refait un peu l'histoire de ces courants-là. Je précise que le terme écoféminisme a été forgé par Françoise d'Aubonne, qui est une féministe qu'on a eu tendance à oublier, contemporaine de Simone de Beauvoir, qui a défendu Simone de Beauvoir. Françoise d'Aubonne reprochait à Simone de Beauvoir de ne pas aller plus loin dans ses écrits philosophiques. Si vous voulez du coup en savoir plus sur qui était Françoise d'Aubonne, Élise Thiebaud a écrit une biographie que vous voyez ici, qui s'appelle l'Amazone verte et qui est vraiment très intéressante. Bref, j'arrête ici pour parler des écoféministes. Je reviendrai peut-être plus en détail sur ce courant-là, peut-être sur la chaîne ou quoi. Et c'est ainsi que je clôture mon bilan lecture du mois de juillet avec 11 livres lus. Je suis vraiment très contente encore une fois des livres que j'ai lus. J'ai eu quasiment que des bonnes lectures, même si les essais ça a été un peu plus mitigé on va dire. J'ai avancé des sagas et ça franchement trop bien, notamment La Roue du Temps. Et j'espère que vous aussi vous avez eu un bon mois de lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.